Bonjour Adrien Quatennens. Bonjour. Merci d'être avec nous sur RMC et BFM TV. Vous êtes, c'est vrai, un des nouveaux visages de l'Assemblée nationale, député du Nord, sur les bancs de la France insoumise. À son tour, Jean-Luc Mélenchon est visé dans l'affaire dite des assistants parlementaires européens. Le parquet de Paris a adjoint son cas à l'enquête préliminaire ouverte pour abus de confiance. C'est la frontiste, Sophie Montel, qui, encore une fois, a effectué le signalement. Elle dit, je la cite, « Il a fait le mariole pendant le débat de la présidentielle sur le thème « Moi, je n'ai rien à me reprocher ». C'est gênant, non, d'être mis dans le même sac que les autres partis politiques quand on passe son temps à dire qu'on est différent? Bon, on va bien voir, c'est-à-dire que moi je trouve ça absolument ahurissant. On a découvert ça hier après-midi, Ahurissant, pourquoi? Parce que Jean-Luc Mélenchon a toujours été très clair là-dessus, sur le travail de ses assistants parlementaires, et vous verrez qu'il n'a rien à se reprocher. Je pense que le FN essaye vous là dites comme Alexis Corbière, ça va faire pchit. Clairement, je pense que le FN est en train d'essayer de faire diversion, mais c'est pas avec ces méthodes-là qu'ils y arriveront. Vous Visiblement, vous souvenez quand même que François Bayrou a dit la même chose et que d'autres avant lui ont dit la même chose? Oui, bien sûr. Eh bien, vous verrez. On en reparlera dans quelques semaines, quelques mois, le temps que les juges fassent leur travail. Mais ce que je peux vous dire, moi, c'est que il s'avère que les personnes qui sont nommées les assistants parlementaires de Jean-Luc Mélenchon sont des gens que je connais. J'ai pu observer leur travail acharné par ailleurs, au service de Jean-Luc Mélenchon, parlementaire européen. Il faut quand même voir que Jean-Luc Mélenchon, c'est sans doute un des parlementaires européens qui va le plus loin dans ses explications de vote, dans l'argumentaire. Et tout ça a été construit, demande beaucoup de travail. Honnêtement, c'est mal connaître Jean-Luc Mélenchon que d'imaginer qu'on puisse être dans son entourage et d'avoir un emploi fictif. Parce qu'il est plutôt connu pour l'exigence du travail envers lui-même et envers ceux qui l'entourent. Mais dites-moi, les Français, eux, ils vont en penser quoi? Qu'ils soient mis dans le même sac que les autres, puisqu'il y a 20 élus qui sont concernés aujourd'hui. Le problème, c'est qu'effectivement, dès l'instant où il y a eu, parce que là, c'est une dénonciation supplémentaire qui a été rajoutée, ça ne veut pas dire que Jean-Luc Mélenchon est mis en examen. La justice va faire son travail et regarder de près ce qui s'est produit. Présomption d'innocence, bien évidemment, mais vous allez voir qu'il apportera la preuve qu'il n'y a absolument rien dans ce dossier. Le Front National, visiblement, digère peut-être mal le fait que la France insoumise et Jean-Luc Mélenchon prennent la tête de l'opposition et qu'ils soient quasiment inaudible dans la période. Écoutez, je pense en tout cas qu'il y a un intérêt pour eux, mais pas seulement, à faire en sorte que Jean-Luc Mélenchon soit mis au pilori médiatique. Mais vous allez voir très rapidement qu'il n'en est rien. Parce que, honnêtement, vous vous souvenez du second débat de la présidentielle? Marine Le Pen avait une petite phrase pour lui dire « Attendez, franchement, ça pourrait venir pour vous ». C'était une manière finalement de le prévenir, de lui dire vous allez vous aussi être mis dans le même sac que les autres. Ça tient à bien peu de choses. Ça tient au fait que la frontière entre ce que fait l'assistant parlementaire au service de l'élu et le travail militant est très poreuse. Mais en l'occurrence, Jean-Luc Mélenchon a toujours veillé à ce qu'il n'y ait pas de confusion possible là-dessus. Alors si c'est poreux, c'est peut-être ça qu'il faut revoir? Non, il y a sûrement des choses à faire pour éviter cette porosité, éviter que la confusion soit possible, parce que vraisemblablement, il y a quand même pas mal de gens qui sont concernés par cette affaire. Mais en ce qui concerne précisément Jean-Luc Mélenchon, je vous assure que c'est sans commune mesure avec le Front National. Le Front National dont on dit véritablement qu'a priori on ne voyait jamais certains assistants qui ont été visés dans le cadre de l'Assemblée à Strasbourg. National où il y a une autre enquête. Voilà, laissons agir son travail, qu'il soit question du Front National. Pour Jean-Luc Mélenchon, en tout cas, moi je vous le dis, c'est mal le connaître que de penser qu'on peut s'entourer de lui et avoir un emploi fictif. C'est quelqu'un qui travaille, qui est sérieux. Au Parlement européen, je veux dire, il a fait la démonstration quand même qu'à chaque fois il expliquait ses votes, il détaillait son argumentaire. Donc vous verrez que tout ça va faire pchit effectivement dans quelques semaines. Adrien Quatennens, député du Nord, France Insoumise, puisqu'on parle des assistants parlementaires, le Sénat, je ne sais pas si vous avez vu, a sécurisé en quelque sorte dans son texte sur la moralisation de la vie publique leur emploi, en créant en tout cas une sorte de filet de sécurité pour qu'ils ne se retrouvent pas sur le carreau comme ça s'est passé justement quand les députés ont été débarqués. Est-ce que par exemple vous allez voter cette disposition du texte quand il va revenir Tout ce qui permettra des avancées sur le statut notamment des assistants parlementaires est une nécessité. Il y a une association d'ailleurs à l'Assemblée qui permet de faire évoluer leur statut dans le bon sens. C'est nécessaire parce qu'effectivement on ne peut pas nous-mêmes nous battre contre la précarité et les excès qu'il peut y avoir parfois au travail et puis derrière ne pas nous appliquer nos mesures à nous-mêmes. Donc tout ce qui va dans le bon sens pour améliorer le statut des assistants et des collaborateurs est une nécessité et nous voterons avec la majorité dans ce cas-là, bien sûr. Oui, vous allez vous battre la semaine prochaine sur le pantouflage. Je crois que c'est une de vos priorités. Le passage d'un fonctionnaire dans le privé, c'est pas franchement ce que vous appréciez le plus. En fait, ce que nous voulons, c'est faire en sorte de décaler légèrement le débat, le moment venu,
sur la moralisation. Parce que, en soi, le fait de vouloir... On s'est trompé d'axe le fait de vouloir moraliser la vie publique est une bonne chose. Moi, je considère, peut-être qu'on y reviendra, que les premières propositions restent au milieu du gué en ce qui concerne notamment la démocratie. Vous le savez, Jean-Luc Mélenchon et d'autres avaient rencontré pour la France Insoumise François Bayrou pour notamment lui dire que si on veut aller au bout des choses, face à la défiance qu'il y a envers les politiques en France, il faut par exemple permettre le droit de révoquer les élus. Bon. Ce que je veux dire simplement, vous parliez du pantouflage, des lobbies et autres. Nous, ce que nous voulons, c'est aussi éviter la petite musique anti-parlementaire qui commence à monter dans le pays, qui fait que visiblement l'exécutif est absolument exigeant envers les parlementaires et a des exigences qui ne s'appliquent pas à lui-même, notamment concernant les emplois familiaux, etc. Alors justement, là aussi, le Sénat a agi. La fin de la réserve parlementaire votée par la Haute Assemblée, il va falloir avancer les frais, demander de faire pareil au gouvernement, c'est ce qu'il souhaite. Ça va dans le sens de la transparence pour tous. Oui, non, mais ce sont des bonnes choses, effectivement. Il y a, comme je disais, il y a une telle défiance qu'il faut des mesures permettant de montrer que les élus font pas de blanche. Mais je pense que ce ne sera pas... Même chose pour le déport, d'ailleurs. Pour le déport. Oui, bien sûr. Mais je pense que ce ne sera pas suffisant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tout ne tient pas au fait de montrer qu'on tient les comptes correctement. Il y a besoin de respiration. Il y a besoin de faire confiance au peuple lui-même dans la démocratie de ce pays. C'est la raison pour laquelle nous avons des propositions sur le référendum d'initiative citoyenne. Également, nous sommes pour le droit de vote à 16 ans. Il ne faut pas avoir peur d'étendre le champ de la démocratie. Mais j'y reviens parce que c'est vraiment le centre de nos revendications sur le sujet. Le droit de révoquer les élus qui fait qu'à mi-mandat d'un élu, quel qu'il soit, du conseiller municipal jusqu'au président de la République, si une part représentative du corps électoral décide de réinterroger sa légitimité, on a le droit de révoquer les élus. Ça ne veut pas dire qu'on met la tête de l'élu sur un piquet et qu'on l'envoie à l'extérieur. C'est pas ça. Ça permet en tout cas de réinterroger sa légitimité. C'est une sorte de surveillance permanente que vous voulez qu'on applique aux élus parce qu'on les a portés justement à l'Assemblée ou ailleurs. On doit absolument les surveiller. Et si on n'est pas d'accord, on dit allez, dehors. Il ne faut pas tomber dans le flicage, mais je pense que c'est pour ça qu'on est raisonnable. L'idée, c'est pas de dégager les élus toutes les 3 semaines ou de voter pour révoquer un élu toutes les 3 semaines. Je précise bien les choses, c'est l'idée à mi-mandat, ce qui donne quand même l'occasion déjà de voir ce que l'élu a fait. Et si dans la feuille de route qu'il avait annoncée, notamment lors des élections, vous savez que les Français, la première chose qu'ils vous disent quand vous parlez de politique, c'est des belles promesses et puis derrière, parfois le contraire. Parce que vous pensez que ça peut les inciter à tenir très clairement, leurs engagements. Si vous savez qu'à mi-mandat, il y a la possibilité que vos électeurs, s'ils considèrent que vous déviez de la feuille de route qui les a fait vous élire, peuvent vous mettre dehors, ça vous oblige quelque part, à la fois à la vertu et à l'exemplarité, mais aussi à tenir vos promesses électorales. Je rappelle quand même que dans le gouvernement précédent, on a un président de la République, le quinquennat précédent, qui a été élu sur des promesses, qui a amené par la fenêtre des choses qui n'étaient pas annoncées et qui a fait parfois le contraire de ce qu'il avait dit. Je pense que s'il y avait eu dans le quinquennat précédent, à mi-mandat, le droit de révoquer les élus, François Hollande n'aurait pas fini son mandat. Alors les élus, justement, parlons-en. Adrien Quatennens, Emmanuel Macron a prévu d'en diminuer sérieusement le nombre. C'était, comme l'a dit à ce micro hier Gérard Larcher, le président du Sénat, une surprise du chef. Manifestement, le gouvernement veut commencer par tailler dans les effectifs des conseils municipaux. C'est évidemment le ministre en charge de la cohésion des territoires qui l'a dit. Est-ce qu'il faut, oui ou non, réduire le nombre d'élus et on commence par où ? Non, c'est une mauvaise idée. Il n'y a jamais trop de démocratie. Le problème ne tient pas au fait qu'il y ait trop d'élus. Regardez dans cette assemblée dans laquelle je siège depuis 3 semaines, je crois que vous avez 2 sièges pour toute l'Ariège. Vous trouvez que c'est trop ? Moi non. Moi je considère qu'il n'y a jamais trop de démocratie et jamais trop de représentation. La question tient davantage effectivement à l'exemplarité, à la vertu sur la forme et le fond, mais pas au nombre d'élus. Puis encore une fois, ça donne toujours cette impression qu'il y aurait trop de parlementaires, et ça participe quelque part aussi derrière de la défiance qu'ont les Français vis-à-vis du politique. Exigeons l'exemplarité de nos élus, mais non, moi je ne suis pas d'accord avec l'idée selon laquelle il y aurait trop d'élus. Il y a un problème constitutionnel que vous envisagez de soulever avec ce qui a été proposé par Emmanuel Macron vis-à-vis justement des élus, le texte tel qu'il est en tout cas pressenti sur les élus, sur cette manière d'aborder les collectivités territoriales ? Non, pas à ce stade. Nous, on n'a pas abordé le problème sous l'angle constitutionnel. Nous, ce que nous disons très clairement, c'est qu'il y a là la poursuite de politiques d'austérité. Quand on voit la manière dont les collectivités sont mises à l'amende sur le fait de continuer à faire des coupes budgétaires, à limiter les dépenses, à un moment donné, les collectivités, notamment dans le quinquennat précédent, ont déjà été beaucoup mises à contribution. Donc moi, je comprends cette fronde qui vient des collectivités, qui consiste à dire, ça suffit. Vous ne pouvez pas toujours nous demander de faire plus avec moi, parce qu'en bout de course, vous le savez bien, c'est de l'offre de services publics qui va diminuer. Donc nous, on est assez inquiets de cela, et il faut y regarder de près.
Ça suffit. De l'argent dans ce pays, il y en a. Le pays est assez riche et il y a des sources d'argent. Il faut de la volonté politique. Alors, puisqu'on a de l'argent, Adrien Quatennens, est-ce que l'État doit aider GMS aujourd'hui? Vous avez vu que Benjamin Griveaux et Bruno Le Maire vont se rendre à la Souterraine. C'est là que se trouve l'usine GMS. Alors que le tribunal de commerce doit se pencher sur la situation, justement, la liquidation ou la poursuite. On ne sait pas trop ce qui va se décider aujourd'hui. Les salariés, eux, bloquent pendant ce temps le site de Renault à Villeroy dans le Lyon. Vous pensez quoi de cette situation? Écoutez, on a là une caractéristique de ce qui se passe bien souvent dans l'économie française. Sur la situation de GMS en tant que telle, aujourd'hui c'est un grand jour, puisqu'on va avoir le résultat sur l'éventuelle reprise de GMD. Il y a eu une menace en plus de retirer l'offre. GMD, oui, qui demande voilà. un temps supplémentaire, parce bien évidemment. que GMD dit les conditions que j'avais demandées ne sont pas au rendez-vous. Bien sûr. Non, mais ce qu'il faut, c'est véritablement que l'emploi sur place soit le plus préservé possible. Parce que là, dans la Creuse, GMS, c'est quand même un bassin d'emploi. C'est le deuxième employeur. Clairement, si GMS devait fermer et si tous ses employés devaient se retrouver à la porte, demain, vous avez toute une zone sinistrée en matière d'économie. Donc c'est très important. Je forme le vœu que le gouvernement continue de s'implique davantage sur ce dossier pour permettre que l'emploi soit pérennisé. Cette implication. Écoutez, moi, je pense que notamment du côté des constructeurs, faut être exigeant. À un moment donné, pas été assez avec PSA et je pense qu'on peut aller plus loin parce que là, on a quelque chose de symptomatique. C'est-à-dire qu'encore une fois, de quoi s'agit-il? Il s'agit toujours de la même logique. C'est ce grand déménagement du monde qui fait qu'on peut délocaliser la production pour aller produire dans des conditions notamment sociales qui sont moins avancées à l'étranger et puis se retrouver en France avec des salariés sur le carreau. C'est toujours la même logique et on n'en sortira jamais parce que c'est toujours une logique de coût qui est recherché sur le travail. Mais voilà, j'ai une mauvaise nouvelle à annoncer aux tenants de la compétitivité. Nous ne serons jamais compétitifs face à ceux qui produisent à de vil prix et dans des conditions écologiques et sociales insoutenables. C'est pour ça, par exemple, que nous proposons l'instauration d'un protectionnisme solidaire, c'est-à-dire qui permette de faire en sorte que nos productions soient valorisées et qu'on ne permette pas que tout et n'importe quoi entre dans le pays, comme par exemple, pour n'en citer qu'un, des productions où il y a le travail des enfants derrière. Voilà. Donc à un moment donné, il faut permettre de relancer l'activité et aussi de protéger notre économie. Puisqu'on parle du travail, Adrien Quatennens, le gouvernement vient de préciser sa pensée. J'imagine que vous l'avez vu, sur les indemnités prud'homales en cas de licenciement abusif. Il veut manifestement instaurer un plancher et un plafond d'1 mois par année d'ancienneté dans la limite de 20 mois. Ça vous inspire quoi? C'est une des mesures les plus terribles du projet de loi d'habilitation par les ordonnances. L'ampleur? Non, on ne connaissait pas l'ampleur. Mais c'est ce qui va se produire maintenant pendant les semaines et les mois qui vont suivre. Parce que le projet de loi a décidé de quoi? Le projet de loi, dans sa nature, c'est une habilitation à légiférer par ordonnance. Ça veut dire que le projet de loi ne dit pas précisément ce que va faire le gouvernement. Il donne le périmètre sur lequel l'Assemblée l'a autorisé à légiférer. Donc maintenant, effectivement, on va avoir la traduction de ce projet de loi en ordonnance. Et c'est là qu'on va voir la dureté sociale qui va apparaître au grand jour de ce qu'il y a derrière. Là, en l'occurrence, vous parlez d'une mesure dans ce projet qui est la question des dommages et intérêts versés au prud'homme. Donc on parle de quoi? Des licenciements dans ce pays, il y en a. Et il y a le droit de licencier dans ce pays, ça existe. Mais là, on parle de licenciements abusifs. Ça veut dire qu'on va permettre à un employeur de savoir à l'avance combien lui coûtera le licenciement abusif de l'un de ses salariés. Ça veut dire qu'on fixe le prix d'un préjudice a priori, avant qu'il ait eu lieu. C'est une drôle de conception de la justice, mais on voit bien ce que ça va provoquer. Ça veut dire que là, c'est pour ça que vous parlez de coup d'État social. En deux lignes, vous avez vu avec Jean-Luc Mélenchon un rassemblement le 23 septembre à Paris. Avec ce type que les syndicats vont vous suivre? J'y viens, mais avec ce type de dispositif, vous voyez bien qu'en disant qu'on plafonne les dommages et intérêts pour le licenciement abusif, en deux lignes, le caractère indéterminé de la durée du CDI explose du coup, parce que le patron va savoir combien ça va lui coûter. Donc vous avez raison, il y a toute autre mesure dans ce projet de loi que nous avons des raisons de combattre. Sur l'inversion de la hiérarchie des normes, il y a beaucoup à dire. Donc effectivement, pour nous, nous sommes au beau milieu de l'été. Il y a eu une précipitation généralisée pour ce projet de loi, on voit bien pourquoi. Il n'y a aucune urgence dans le pays à ce que ce projet de loi passe. Aucun acteur économique n'est menacé d'une asphyxie immédiate si ce projet de loi ne passe pas. La seule raison qui fait que le gouvernement s'empresse, c'est d'éviter la contagion dans le pays. Donc nous allons y contribuer. Nous allons faire en sorte que pendant tout l'été, il y ait de grandes campagnes d'éducation populaire sur les enjeux de ce texte, de manière à ce qu'à la rentrée, nous puissions contribuer à une mobilisation sociale. Je voudrais qu'on revoie votre affiche de campagne où vous étiez en super-héros. Du coup, on dit de vous, on la voit à l'antenne sur BFM TV, super-héros. Bon, ça vous a manifestement servi, en tout cas, puisque vous avez été élu. On dit de vous aujourd'hui que vous êtes le nouveau Daniel Cohn-Bendit.
Je ne sais pas si c'est un bon présage quand on voit ce que Daniel Cohn-Bendit est venu. Non, moi je suis Adrien Quatennens. C'est vrai que les méthodes de communication que nous avons utilisées, elles sont notamment le fait de ce qu'on appelle le Discord insoumis, c'est-à-dire toutes sortes de gens qui ont des compétences informatiques et qui se sont mis au service de la campagne. Et la campagne de la France Insoumise a été le fruit de beaucoup de spontanéité et d'énergie. Donc ce type de visuels, on avait plaisir à les découvrir effectivement et ils étaient faits par des militants. Merci beaucoup, Adrien Quatennens, d'avoir été avec nous sur RMC et BFM TV, 8h55. Merci à vous.